Bonsoir à tous. Merci d'être aussi nombreux pour évoquer ce journal d'une indésirable. C'est un exercice un peu inhabituel pour moi, raison pour laquelle je m'assieds, puisque d'habitude je ne fais qu'une brève intervention. Mais en l'occurrence, j'ai eu le privilège de rédiger la préface de ce travail magnifique de Michel Descolonges. Et avant de lui passer la parole, je voudrais juste vous raconter comment ce document absolument passionnant est arrivé en la possession du musée. En 2000, nous avions été invités, le musée, par la consul générale de France à New York, Anne-Claire Legendre, a organisé un colloque au Museum of Jewish Heritage, donc ce grand musée qui ressemble un peu à une pyramide maya, assez laide, il faut bien le dire, dans Battery Park, donc au sud de Manhattan, a organisé, mais c'est ça le sujet et c'est ça qui est important, un colloque sur résistance et sauvetage en France occupée. Le ministre des Affaires étrangères à l'époque, Jean-Yves Le Drian, était très inquiet de la manière dont les Américains percevaient la situation des Juifs de France. Et donc, avec Anne-Claire Legendre, nous avions conçu une série de manifestations, dont ce colloque, qui a été d'ailleurs un grand succès dans l'auditorium du Museum of Jewish Heritage. Et à la sortie, un monsieur d'un certain âge, parlant un français parfait, vient vers moi et me montre sur son téléphone, sur son smartphone, des photos de deux très belles aquarelles dans un style un peu Semaine de Suzette. D'ailleurs, nous les avons repris avec Michel Descolonges et Éric Pierrard, son éditeur, pour la couverture, en m'expliquant que ces aquarelles viennent du camp de Rieucros, en Lozère, où sa mère a été internée. Et donc je lui ai dit évidemment le grand intérêt qu'avaient pour nous ces aquarelles, d'autant que la question du sauvetage est une question très importante pour le musée. Elle est relativement peu évoquée au mémorial de la Shoah pour des raisons évidentes, alors que pour nous, elle fera dans le futur parcours du musée la césure entre l'entre-deux-guerres, l'apogée de l'israélitisme français en quelque sorte, et l'arrivée massive de juifs d'Europe centrale et orientale et du Levant, notamment pour remplacer toute cette population masculine décimée pendant la Première Guerre mondiale. Comme vous savez, il y avait une population majoritairement de juifs immigrés en 1939 en France. Donc la question du sauvetage fera le lien entre cette période de l'entre-deux-guerres et l'après-guerre, la reconstruction du judaïsme en France, l'arrivée des juifs d'Afrique du Nord et l'existence aujourd'hui de la plus grande communauté juive dans le monde après les États-Unis et Israël. Mais voilà, mais enfin, nous ne sommes pas là pour parler du mage. Toujours est-il que je dis donc à Edmond Thorne que je trouve ces aquarelles tout à fait passionnantes et que, en toute honnêteté, je trouve qu'il devrait les donner au musée. Et c'est ce qu'il fait dans la foulée, en me proposant d'y joindre, last but not least, si j'ose dire, le journal d'internement de sa mère, ce qui évidemment est un document extrêmement précieux dont nous n'avons pas d'équivalent, dont je pense d'ailleurs, Michel, qu'il n'y a pas beaucoup d'équivalent. Et donc le document nous parvient dans un chronopost dans le courant de l'année 2000. À ce moment-là, auprès de Pascal Samuel, la conservatrice de la collection moderne et contemporaine du musée, Allegra Melissano, une jeune étudiante en histoire de l'art italienne de l'école du Louvre, regarde le document et identifie, donc pour chercher à identifier les auteurs de ces aquarelles. Et elle identifie à ce moment-là, un bonheur ne vient jamais seul, le travail de Michel Descolonges grâce au responsable des archives départementales de la Lozère. Michel préparait à l'époque un remarquable et très rare livre sur le camp de Rieucros. Je dis très rare parce que la littérature sur les camps d'internement français est, somme toute, assez maigre, alors qu'il y a environ un archipel d'environ 200 camps d'internement en France, des plus grands qu'on connaît bien, Gurs, Rivesaltes, Les Milles, Drancy, Bonne-la-Rolande, Pithiviers, jusqu'à de beaucoup plus modestes. Voilà. Et là-dessus, une seconde stagiaire de Pascal, allemande, Theresa Laudert, commence à déchiffrer le journal et nous dit son intérêt. Et puis,
le contact avec Michel fait qu'elle se propose, après avoir achevé cet ouvrage sur Rivesaltes, sur Rieucros, d'en faire la traduction et de trouver un éditeur, ce qui fut fait avec donc les éditions Ampélos et Éric Pierrard, et ce qui nous réunit ce soir. Donc, alors peut-être avant de commencer, un mot sur Michel. Hein. Alors oui, et donc je voudrais évidemment rendre hommage au passage, c'est essentiel, à Edmond Thorne qui nous a fait don de ces deux magnifiques aquarelles et de ce journal. Edmond nous a quittés entre-temps, mais je crois qu'il nous a quittés sachant que le journal serait traduit et publié, et il y était très sensible. Et sa veuve Suzanne est là ce soir, et je l'en remercie infiniment. Et je suis très sensible au fait qu'elle soit venue à Paris pour cette soirée. Elle pourra éventuellement compléter ce que nous aurons dit tout à l'heure, lorsqu'on passera le micro dans la salle, évidemment. Alors peut-être un mot sur Michel Descolonges, hein, qui est sociologue, qui est chercheuse au laboratoire des énergies de demain, et dont les sujets de recherche les plus récents portent sur les questions d'écologie et de migration, et cela après avoir été enseignante à Paris X Nanterre. Hein, elle est notamment l'auteur de Qu'est-ce qu'un métier, de Vertige technologique, de Les entreprises seront-elles un jour responsables. Mais évidemment, ce qui nous intéresse surtout ce soir dans son travail de chercheuse, c'est un camp d'internement en Lozère, Rieucros, 1938-1942. Comment est-ce que vous en êtes venu à vous intéresser à ce camp, Michel? Question qui m'intrigue beaucoup, pour tout vous dire. Oui, on entend là? Oui. Bon, à vrai dire, c'est après la mort d'Alexandre Grothendieck. Donc il est mort en novembre 2014 et j'ai appris à ce moment-là qu'il avait été interné à Rieucros, en Lozère. Or, moi je fréquentais la Lozère depuis presque 40 ans et je n'avais jamais entendu parler de ce camp. Alors le cumul des deux m'a vraiment surprise et j'ai commencé à chercher. J'ai cherché. Bon, il y avait une association. Il faut dire qui est Alexandre Grothendieck, peut-être, oui, parce que tout le monde ne le connaît peut-être pas. Alexandre Grothendieck, en deux mots, mais oui, qui est un mathématicien, hein, qui est qualifié de génie des mathématiques. Et qui en France a obtenu la médaille Fields, mais n'est pas allé la rechercher. Donc le prix Nobel de mathématiques. Hein, et qui, au bout de quelques années, a cessé d'enseigner et s'est retiré en Ariège. Bon, alors là, ce qui m'a intrigué, parce que je connaissais Grothendieck pas du tout sur des questions de mathématiques, mais sur les questions d'écologie. Sur les questions d'écologie, parce que à la fin des années 60 et tout particulièrement dans les années 70, il a été actif dans ce qui ne s'appelait pas encore le mouvement écologique, mais qui, dans un certain nombre de travaux, et il a participé à un journal militant qui s'est appelé Survivre, et ensuite Survivre et Vivre. Bon, donc moi c'est par ce biais-là que je connaissais Grothendieck, et en particulier par une déclaration qu'il a faite, qui est célèbre, hein, dans le milieu, disons, qui est en 72, où une déclaration au CERN, où il demandait « Allons-nous continuer la recherche scientifique ?» Et là, c'était lié, effectivement, à l'engagement des militaires au Vietnam. Voilà, donc ça, c'est le début. Et puis, bon, de fil en aiguille, j'ai commencé à m'intéresser à ce camp. Comme j'avais un peu de disponibilité,
eh bien, c'est devenu un ensemble de travaux, une recherche soutenue dans de nombreuses archives en Lozère, mais en région parisienne, et y compris les archives de Moscou ou d'autres qui sont en Belgique. Oui, parce qu'il faut le dire, hein, le travail que vous avez fait. Donc c'est un travail qui, alors, enfin, là, on est en train de parler donc de l'histoire du camp de Ruckros, hein, donc et pas du journal. Mais on va peut-être sauter directement au vu du camp. Ça permettra de donner une toute petite idée. Donc c'est un camp qui est tout proche de Mende, hein, dans un ancien logement de missionnaires catholiques. Hein, oui. Mende, ville extrêmement catholique, en plaine à 800 mètres d'altitude, avec des hivers extrêmement rigoureux, et où on a construit des baraques autour des 2 premières maisons que l'on voit là. Hein. Je pense que pour situer un tout petit peu les choses. Oui. Oui, alors là, quelle est votre question ? Non, ce que j'allais ajouter, c'est que vous avez donc fait un travail extrêmement scientifique, oui, de documentation du camp, comme il en existe assez peu. Hein. Je peux peut-être juste pour donner une idée, il y a un travail d'Anne Grimbert très important sur les camps, intitulé Les camps de la honte, hein, de Denis Péchanski, La France des camps, un travail d'Anne Boitel sur Rivesaltes, de Benoît Pouvreau sur les inscriptions du camp de Drancy, de Pascal Vion sur Jargeau, mais de monographie sur les camps, c'est relativement rare en fait. Hein. Oui, surtout une monographie qui essaie de combiner et des témoignages et un travail d'archives. Dans la mesure où il y a eu quand même, dans les années 90, des travaux qui ont été réalisés sur la base de témoignages. Or, quand on passe aussi à un travail d'archives, sans nier les témoignages et sans en nier l'intérêt, eh bien, ça permet de situer précisément ces témoignages dans le temps où ils ont été donnés. Alors peut-être parlons maintenant du journal hein, de Regina Felsentorn. Donc voilà à quoi ressemble ce journal. Hein. C'est un petit cahier. J'ai oublié la pagination, mais 50-60 pages environ. Hein, oui, à peu près. Rédigé avec une écriture extrêmement fine, plus ou moins régulière, mais là on est sur une double page extrêmement régulière, extrêmement serrée, hein, où on laisse très peu de place au passage d'un jour à l'autre, où les jours sont mentionnés en haut de la page, hein, vous l'avez là tout à fait en haut à gauche et en haut à droite. Peut-être il faut dire un mot de qui est Regina Felsentorn, oui. Avant de commencer. Alors, Regina Felsentorn, à vrai dire, moi je la connaissais très peu. Quand je dis je la connaissais, c'est que, à force de travailler et sur les archives et sur les témoignages, j'ai le sentiment de connaître un certain nombre de femmes, d'hommes aussi, mais leur séjour a été plus court. Et donc, c'est pour ça que je la connais. En fait, je ne la connaissais pas, je ne l'avais pas vue. Hein. Et c'est d'abord par Edmond Thorne que j'ai entendu parler d'elle et qui m'a expliqué, par exemple, que lors de la nuit de cristal, donc elle a été arrêtée, son mari aussi, et elle était enceinte de 7 mois et demi, elle a été relâchée assez vite, et son mari a été relâché grâce à l'intervention d'un jeune que Kuba avait conseillé, disons. Bon. Donc, tous les deux, ils ont cette vie traumatique, et ils décident, et Kuba... c'est son mari. C'est son mari. Hein. Son mari travaille, en fait, de manière bénévole au sein du consulat pour aider ses coreligionnaires à émigrer. Et il les aide à faire les papiers, en somme. Bon. Et donc, il apprend par le consul que la Gestapo est passée et que donc ils ont intérêt à partir très rapidement. Bon. Parce qu'à l'époque, ils sont à Munich, en Allemagne. Oui. C'est des juifs polonais installés en Allemagne.
Bon, et alors, une caractéristique qui me paraît importante, c'est que c'est une famille qui est arrivée, la famille Felsen, hein, qui est la famille de Regina. Elle est arrivée en Allemagne au début, vers 1905 à peu près, et n'a pas... et c'est une famille qui voulait s'intégrer. Et à la maison, on parlait allemand, et exclusivement allemand. Donc on ne parlait pas yiddish, on ne parlait pas polonais. Hein. Bon. À la différence de Kuba, son mari, qui lui arrivait, quand elle l'a connu, qui lui était davantage impliqué dans la communauté religieuse et qui lui parlait yiddish. Donc il y a cette coïncidence-là entre les deux, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une espèce de, à mon sens, une rupture de transmission, hein, puisqu'il n'y a pas de, sur le plan notamment de la langue, mais y compris sur le plan du récit. Hein. C'est que, qu'est-ce qui s'est passé avant? Pour quelles raisons cette famille est-elle arrivée à Munich? Quand je l'ai demandé à Edmond Thorn, il me dit « Oh, Munich, mais il y avait la verdure, il faisait beau, etc. » Enfin, donc, ce qui n'était franchement pas une réponse. Bon, et donc c'est ce que j'appelle une absence, une rupture de transmission de l'histoire familiale. Hein. Bien sûr. Alors, donc, ils sont à Munich en 1938 et ils viennent en France à quel moment? Donc, ils obtiennent tous les deux, ils ont tous les deux la possibilité de venir, mais pour quelques mois seulement, et ils arrivent, ils arrivent chez la sœur de chez sa belle-sœur, c'est-à-dire qui se prénomme aussi Regina, hein, mais ils arrivent chez la sœur de Kuba, qui vivent à Bruay-en-Artois, et la famille Bruay-en-Artois, célèbre pour son notaire, n'est-ce pas? Oui, et la famille Scheinmann vit à Bruay-en-Artois depuis 1933. Hein. Bon, donc, il s'installe, il passe quelque temps avec Cuba, très peu de semaines, parce que leurs possibilités de leur visa est de courte durée, sont des visas touristiques, et donc Cuba est renvoyé de France, et il part en Hollande. Regina, elle, a un visa qui l'a conduit jusqu'au mois de novembre 1939. 39. Oui. Bon, et entre-temps, eh bien, le fait d'être étrangère, d'être une jeune femme, elle intrigue la police, qui la convoque, et c'est ainsi que nous avons deux rapports de police. Que vous avez retrouvé? Hein, oui, là que j'ai trouvé aux Archives nationales. Hein, oui. Ça mérite d'être précisé. Oui, tout à fait. Ils ne vous sont pas tombés tout cuits, je veux dire. Ah non. Non, mais quand on fait de la recherche en histoire, rien ne tombe tout cuit. Bon. Non, mais il importait de le dire quand même. Oui. Mais donc, effectivement, là, je suis allé aux Archives nationales, j'ai fait des scans, ce qui permet comme ça de les montrer. Donc, un premier rapport où le policier explique qu'elle est... qui explique qu'elle a été... elle est en France parce que israélite, dit la police, et qu'elle a un jeune enfant. Et que
Qui a quel âge à ce moment-là? Pardon. Elle est née en 1906. Non, mais Edmond, à quel âge à ce moment-là? Mais il est né à la fin de l'année 38. D'accord, donc il a 1 an, oui, grosso modo. il a 9 mois. Hein. Oui. Bon, donc, elle dit... donc, bon, et la police remarque qu'elle parle si mal le français que, de toute manière, si elle posait des questions, eh bien, ça se remarquerait tout de suite. Bon, ça, c'est le premier rapport. Très peu de temps après, hein, on n'a pas les dates précises, très peu de temps après, bon, c'est « oui, mais », bon, on reprend, hein, les rapports de police sont tous structurés de la même manière. Hein. Donc, oui, mais on l'a vu parler. Enfin, elle passe des coups de téléphone en Hollande, oui, effectivement, son mari. Elle reçoit du courrier d'Italie où elle a de la famille. Et on l'a vu parler avec des militaires. Alors ça, cette phrase, on l'a vu parler avec des militaires, je l'ai lue dans de nombreux rapports de police. Bon, c'est, disons, la phrase clé qui, la plupart du temps, n'a aucun fondement réel, mais qui permet, comme ça, de déclencher la décision. Eh bien, il faut l'envoyer à Rio Cross. Alors oui, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a un exemple très concret de l'arbitraire de l'administration française et d'un arbitraire absolument sans fondement, et de cet arbitraire particulièrement redoutable qui est antérieur au régime de Vichy, hein, qu'on a déjà sous le gouvernement Daladier et sous le gouvernement de Paul Reynaud. Tout à fait. Oui, tout à fait. Alors là, ce qui me paraît intéressant aussi, c'est d'expliquer ce qui s'est passé avec Edmond Thorne quand je lui ai parlé de tout cela. Bon, Edmond Thorne était à New York, moi, soit à Paris, soit en Lozère, et donc c'était par téléphone et par mail. Et j'ai relu tous mes mails, hein, et surtout tous les siens. Et donc, sa première réaction, après mon premier mail, c'était, il m'expliquait qu'il avait trouvé ça très amusant et qu'il n'avait découvert le journal qu'à la mort de sa mère. Il n'en avait jamais entendu parler auparavant, mais que c'était une bonne description, bon, donc quelque chose, vous voyez, d'un peu distancé. Et à ce moment-là, moi, je lui propose de lui envoyer les rapports de police. Et là, le ton a changé. Et il m'a dit que cette fois, il avait été profondément ému parce que alors il savait qu'elle était israélite et qu'elle avait un jeune enfant, et ils l'ont quand même envoyée dans un camp. Et donc là, je crois qu'il y a eu quelque chose qui s'est produit aussi dans notre échange, hein, qui a, élevé aussi sur le plan émotionnel, hein, la qualité de l'échange, mais aussi sur l'intérêt même d'Edmond Thorne à participer au travail de recherche que j'étais en train de réaliser. Oui, parce que ça a été un témoin privilégié, en fait. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, oui. Et donc, elle est envoyée à Rio Cross, accompagnée par des policiers, et elle confie son fils donc à sa belle-sœur et son beau-frère. Voilà. Alors, à Bruay-en-Artois. Oui, ça c'est une chance extraordinaire parce que les femmes qui étaient dans ce cas-là, qui n'avaient pas de possibilité de confier leur enfant, étaient obligées de le déposer, c'est-à-dire à l'assistance publique. Hein. Donc là, par chance... Ce n'était pas le cas de Grothendieck, mais enfin c'est une autre histoire. Oui, ça c'est... mais, bon, oui. Mais on n'est pas spécialement là pour parler de Grothendieck. Donc, mais on peut en parler aussi. Ça. Donc elle confie Edmond à sa belle-sœur et son beau-frère, et elle arrive à Rio Cross. Qu'est-ce qu'on peut en dire à ce moment-là? D'abord, elle explique qu'elle passe 2 jours, parce que le voyage a duré 2 jours, elle passe 2 jours à pleurer sans arrêt. Et donc,
Et là, je dois dire que j'ai eu la réaction de Michael Hull, qui a travaillé sur Betty Rosenfeld, qui était une femme qui, d'ailleurs, accueille, est là quand Riina arrive. Donc une co-détenue, en fait. Oui, et donc, lui, il me dit, c'est ce qui a manqué. Quand il a lu ce passage-là, il me dit c'est justement ce qui a manqué à tous les récits des politiques, c'est qu'elles n'ont jamais écrit qu'elles pleuraient sans arrêt. Bon, or, même avec des convictions politiques, être envoyé dans un camp, ça doit être difficile. Alors on l'a pas dit, mais une des grandes singularités de ce journal, c'est qu'il est tenu sur le moment. C'est pas un récit a posteriori, et donc c'est véritablement le vécu quotidien d'une internée non politique qui ne sait d'ailleurs pas pourquoi elle est là. Oui, alors ça d'ailleurs, ça c'est le propre de l'internement administratif. L'internement administratif, vous n'avez pas la raison pour laquelle vous êtes interné, et vous n'avez pas non plus le terme de l'internement. Alors, à la différence d'une inculpation, où vous avez un chef d'inculpation et vous avez éventuellement une peine avec une durée. Et là, c'est complètement... Donc, l'internement administratif est quelque chose de encore plus paniquant de ce point de vue-là. Qu'est-ce qu'on peut dire du document qu'on a à l'écran, là ? Ça, c'est le... Oui, ça, c'est le... C'est le registre de le registre d'entrée. D'entrée. Hein. Et donc, sur chaque... le registre d'entrée, bon, c'est un instrument que moi, je trouve extrêmement précieux, qui évidemment ne dit rien des personnes, ne dit que ce que disait l'administration. Hein. Et où est-ce qu'on trouve le registre d'entrée du camp de Rieucros ? On le trouve à Albi. Parce que... Donc pas amende. Oui, mais bon, parce que le camp de Rieucros a été transféré dans le Tarn à la mi-février 1942. Et donc... à Brens. Oui, à Brens. Et donc, on a un registre d'entrée sur lequel on trouve effectivement toutes les femmes qui ont été internées à Rieucros et à Brens. Donc on a quelque chose comme 1600 et quelques femmes qui sont enregistrées. Parce que le registre, en fait, a suivi les détenus, les internés de Rieucros à Brens. Et donc le registre s'est retrouvé aux archives départementales à Albi, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors, bon, donc vous allez à Albi aux archives départementales ? Non, la chance que j'ai eue, c'est que c'est d'obtenir une copie de ce document et de pouvoir le consulter et d'établir une base de données d'ailleurs qui m'a permis quand on me parle de telle ou telle personne, je peux répondre. Et c'est ce qui m'a permis, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais d'établir un répertoire. Hein. Oui, alors ça c'est tout à fait fondamental, mais on va peut-être en parler après. Peut-être il faut dire, donc peut-être ça c'est le même document agrandi, ce qu'on a là. Oui, non, alors ça c'est, en fait, ça se présente, là on l'a découpé pour des raisons de lisibilité. Éric Pérard et moi l'avons découpé en deux. Mais en fait, c'est en continu. Et donc, c'est l'enregistrement. Hein, c'est les différentes rubriques de l'enregistrement. Des internés. Oui, tout à fait. Je vous fais remarquer que, vous voyez, là, vous avez l'état civil. Ensuite, vous avez le pays d'origine, la profession. Et là, la case qui est vide, ici, c'est celle de la religion ou de la confession. Bon, ici, ça n'a pas été indiqué. Et donc, c'est aussi une des particularités de ce camp dans la première période, c'est que les
la confession des personnes n'a pas été notée de manière systématique. Bon, et donc on ne sait pas, notamment pour ce qui concerne les personnes juives, on en a en tout Ariocross 105. Bon, moi j'en ai repéré à peu près 160. D'accord. Et sur la partie basse du document, on voit autorisé à se rendre à Marseille, oui, voilà. du temps au temps. Donc en décembre 40, on va tout de suite déflorer la fin de l'histoire. Elle va s'évader. Hein. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir de Marseille, elle part. Donc après 1 an et quelques d'internement. Oui, oui, puisque du 23 octobre 39 au 10 décembre 40. Alors là, il y a un autre document, mais peut-être on va rentrer dans ce que raconte le journal pour rentrer un peu dans le vif du sujet, non Alors, oui, il y a déjà plusieurs dimensions qui moi, m'ont beaucoup surprise. C'est la manière dont elle écrit. Elle parle de nous. Et donc, elle a une écriture qui est tout à fait étonnante, qui est que de qui parle-t-elle quand elle dit nous, hein? Parce que quand j'ai lu un certain nombre de travaux, enfin d'écrits, de témoignages notamment, et généralement quand les femmes, en l'occurrence, parlent de nous, elles parlent d'un nous qu'on peut repérer et qui souvent est un nous politique, hein. Et par exemple, Dora Charles, c'est nous, les communistes allemandes. Voilà. Donc, nous, on repère, bon, c'est parfois interprété abusivement, mais comme une expression de l'ensemble du camp, mais on repère. Alors qu'ici, de qui est ce nous? Bon. Donc, et du coup, comment nommer ce nous, c'est son voisinage. Et elle va nommer les femmes. Et donc, elle en nomme à peu près une centaine. Bon, et d'où, après ce que j'ai essayé de faire, enfin, que je suis arrivé à faire d'ailleurs, c'est en repérer un certain nombre et ce qui permet de situer qui est là, qui sont les femmes qui sont là, parce que c'est quand et en particulier, quand elles arrivent à des relations de voisinage, hein, avec qui vont-elles voisiner, avec qui vont-elles se disputer, avec qui vont-elles, qui va les aider. Bon, et là, on voit, en nommant les femmes et en nommant toutes ces femmes, nous, et elle va définir un ensemble de femmes qui vont se sentir finalement être ensemble. Le mot qu'on emploie souvent, c'est solidaire. Je pense qu'il n'est pas forcément adapté, parce que c'est plutôt des femmes qui vont être ensemble, qui vont vivre ensemble et qui, pendant un certain temps, vont agir ensemble et pour que ça se passe le mieux possible. Or, pour que ça se passe le mieux possible, ça va être accepter qu'il y ait une chef de baraque qu'elles vont élire, participer aux corvées, et puis s'entraider sur un certain nombre d'activités, comme par exemple Regina, qui, la police l'avait bien vu, ne parle pas très bien le français, et quand elle veut absolument comprendre ce qui se passe du côté de l'administration, l'une des compagnes l'accompagne, qui elle, une des femmes qui parle bien le français, l'accompagne pour lui permettre de comprendre, pour être sûr que ces questions trouvent réponse, etc. Donc ça fait partie des questions. Bon, et je crois que
ce côté-là, qui est que elles se sentent quelque chose de commun. Je trouve qu'il y a quelque chose de très corporel aussi, qui est que elles se donnent, elles préparent à manger, mais même à un moment, elles décident de manger en dehors des heures obligatoires. Ou bien elles peuvent acheter aussi. C'est quand même une période où le système de surveillance n'est pas sévère, et donc où certaines d'entre elles peuvent aller faire des achats. Bon, il y a aussi une cantine à l'intérieur qui leur permet de faire des achats. Bon, une cantine autogérée, c'est elle qui organise la cantine. Non, qui est tenue par l'administration. Ah pardon. Mais qui leur permet d'avoir ou pas un certain nombre de denrées. Alors effectivement, oui. Là, effectivement, c'est bien ça convient bien, parce que quand on voit ça, on a l'impression que c'est une des femmes qui va qui ouvre la porte et qui va accepter que vous retrouvez ceci, cela, etc. Bon, ce qui est pas non, je veux dire, de fait, c'est l'administration qui traite la cantine, et en même temps, il y a une espèce de flou sur les responsabilités que les femmes peuvent assumer quand elles sont dans le camp. Il faudrait peut-être dire qui sont ces femmes, parce que là, en fait, le journal nous permet de rentrer vraiment dans l'intimité du camp, dans la vie quotidienne. Il y a à la fois des remarques d'ordre très personnel de Regina, mais il y a aussi la description des relations, des conflits, des disputes, des antagonismes entre les uns et les autres. Donc il y a des internés indésirables, enfin des étrangers indésirables, il y a des républicaines espagnoles. Il n'y a que des femmes. Hein. Oui. Ça, on aurait peut-être dû le dire quand même. Oui. Il faut peut-être le dire. Oui, c'est un camp de femmes. C'est un camp de femmes. Oui. Donc c'est une des singularités. Il y a des républicaines espagnoles, des étrangers indésirables, des juifs parmi ces étrangers indésirables, qui ne sont pas internés parce que juifs, mais parce qu'étrangers. Hein, oui. Je parle sous votre contrôle. Hein. C'est vous qui avez traduit le texte et qui l'avez édité, c'est pas moi. Mais qu'est-ce qu'il y a encore ? Des droits communs ? Oui, mais bon, on n'a pas. C'est progressivement, et à Reims, il y en aura beaucoup plus, mais progressivement, il y a une montée des droits communs. Des tziganes aussi ? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Mais un peu. Mais il y a quand même une liseuse de bonne espérance, une liseuse de ligne de la main. Oui, bon, et alors, pour ce qui concerne les droits communs, en fait, il y a deux origines. Il y a d'une part des immigrés du travail, et qui sont classés droits communs généralement parce qu'elles n'avaient pas leurs papiers. Et puis, il y a aussi des Françaises. Hein. Les Françaises, il va y avoir l'origine, double origine, et politique, et des internées françaises en particulier, pour des raisons politiques. Oui, à partir de, disons, novembre. Il y en a déjà à la fin mai 40, mais c'est à partir du mois de novembre 40, et surtout en 41, qu'on voit arriver la présence davantage de Françaises, avec un certain nombre de Françaises qui sont des militantes communistes, et d'autres qui sont arrêtés, notamment pour des questions de prostitution clandestine. D'accord, mais là, Regina est déjà partie, en fait. Oui, tout à fait. Donc de ça, elle l'évoque évidemment pas dans le journal. Non, mais or, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on voit les femmes dont elle parle, quand on voit de quoi elles ont été accusées par la police, ça n'a aucune commune mesure avec la vie qu'elles ont. Hein. C'est-à-dire qu'elles ont une vie qui paraît, disons, sociable, alors que quand on lit les rapports de police, certaines de ces femmes sont de très mauvaise vie.
hein, sont des prostituées clandestines supposait-elle. Oui, voilà. Accusée d'eux, parce voilà. qu'en réalité, on n'en sait rien. Et oui, bah ça c'est le propre de la prostitution clandestine. D'ailleurs, c'est que bon, c'est mais bon et là. Je ne suis pas spécialiste de prostitution clandestine, pardonnez-moi. Non, ni de prostitution tout court d'ailleurs. Moi non plus. Mais j'ai quand même lu, par exemple, Ilsa Meinen, dont la prostitution clandestine a considérablement augmenté pendant la période de la guerre, hein, et un certain nombre de femmes ont été internées. Déjà pendant la drôle de guerre, on voit la réaction d'un des responsables du ministère des Affaires de l'Intérieur, qui explique que ce n'est pas parce qu'une femme est prostituée clandestine qu'elle doit être internée. Bon, il y a donc cette réaction-là. Bon, il n'empêche que ça a été quelque chose qui a été avancé en permanence et de plus en plus. Hein. Enfin, je veux dire. Bon, encore de plus en plus au fur et à mesure des mois qui passaient. Elles sont combien au moment où Regina s'enfuit? Oui, alors... approximativement. Oui, mais quand elle est internée, elles sont un peu plus de 130 à peu près, et fin juin 40, elles sont 600. Là, il faut dire que le mois de juin était particulièrement fructueux, si on peut dire, du point de vue d'arrestation. Et donc, les femmes vont être là. Merci, je crois que je vais y recourir. Bon, et donc, là, les 600 femmes fin juin, mais beaucoup de départs. Et alors là, ça fait partie d'ailleurs des choses qui... on va y venir après, mais bon, qui sont les possibilités de départ qui sont organisées par l'administration. Hein. Peut-être, alors avant le départ, peut-être parlons un tout petit peu de cette vie quotidienne, parce que c'est ce qu'on voit dans les aquarelles d'Hélène Méwald. Dont les deux qu'Edmond Thorn a donné au musée, hein. Celle-là où on voit les bas-flancs, enfin le dortoir, hein, une très belle aquarelle. Alors il ne faut pas se laisser abuser par le style Semaine de Suzette. Hein. En réalité, les conditions de vie étaient extrêmement rigoureuses et Hélène Méwald a tendance un tout petit peu à enjoliver, en tout cas à présenter les choses de façon assez plaisante finalement. Hein. Oui, mais ça c'est... Parce que la recherche de charbon, de bois par exemple, est obsessionnelle, il fait épouvantablement froid, elle en parle beaucoup dans le journal. Hein. Oui, à tel point que certaines femmes vont voler du charbon et donc c'est toute la baraque qui est privée de courrier pendant un certain temps. Hein. Bon. Et donc effectivement, c'est de même que on voit les toilettes, mais l'hiver ça a gelé et donc il faut casser la glace. Bon, là on voit bien, hein, il faut casser la glace pour. Là elle casse la glace. Oui, non, là on ne les voit pas casser la glace, oui. Mais il va falloir qu'elle casse pendant l'hiver. Il faut casser la glace pour pouvoir faire sa toilette. Hein. Donc, il y a des douches aussi, mais qui fonctionnent de manière épisodique. Alors, on est assez frappé par en tout cas ces 2 ou 3 images de des sanitaires. Elle évoque aussi la sexualité entre femmes et la promiscuité. Hein, oui, de manière un peu elliptique. Oui, alors bon, mais là, je veux dire. D'ailleurs, Edmond Thorn m'avait dit, mais par moments, il ne disait plus ma mère, il disait ma maman. Hein. Ma maman était très prude. Hein. Et donc, elle parle de manière elliptique des relations entre femmes. Bon, mais elle en parle de telle manière qu'on sent bien qu'il y a du désir, hein, y compris chez elle,
à l'égard d'autres femmes. Hein. Bon, ce qui est quand même pas surprenant. Vous voulez dire dans un contexte d'internement, d'éloignement de son mari, je crois d'une manière générale. De manière générale, d'accord. Mais et a fortiori dans une période, dans un contexte d'internement. Hein. Bon. Et donc c'est quelque chose. Bon, où on le lit, des formules comme et j'étais assise à côté d'elle. Bon, franchement, bon, elle montre là l'intensité de sa relation à un moment donné avec une femme qu'elle trouve particulièrement belle. Et vous savez, ce qui est drôle, c'est que j'ai découvert après que cette femme, Greta, elle avait été une danseuse de cabaret. Et quand à Paris, elle travaillait dans un cabaret qui s'appelait Ève, et elle avait des conditions de travail qui condisaient, elle avait un contrat de travail tous les 15 jours. Hein. Et donc, quand j'ai écrit ça, j'ai envoyé ça à Edmond Thorne pour lui expliquer, et qui lui avait connu Greta. Hein. Bon, et puisque Regina l'a vu encore après pendant la guerre, donc lui, c'est quelque chose qui l'a beaucoup amusé. Il m'a dit continuez à m'envoyer donner des choses comme ça sur l'histoire. Bon, donc ça pour cette belle Greta. Bon, Greta, manifestement. Je ne sais pas si elle en était amoureuse, mais elle la désirait vraisemblablement, oui. Alors là, les images qu'on montre donnent un sentiment un peu Club Med, hein. Ce qui est évidemment pas du tout le cas et ce qu'on perçoit très très bien en revanche dans le texte du journal, à telle enseigne même qu'il y a une grève qui est organisée parce qu'il y a de très gros enjeux autour de repartir en Allemagne lorsque la commission allemande vient pour chercher les internées allemandes, ou ne pas repartir avec eux, signer ou ne pas signer. Enfin, il y a tout un enjeu extrêmement autour de l'arbitraire et de l'ignorance des raisons de l'internement. Oui, c'est que la commission d'armistice émet une convention. Dans la convention, il y a un article 19 qui autorise les autorités allemandes à faire le tour des lieux d'internement français pour libérer et donc rapatrier un certain nombre d'Allemands ou d'Allemandes. Donc la commission vient à Rio-Cross le 6 août 40 et ça a été un moment certainement émotionnellement important, mais qui en tout cas a généré tout un ensemble de témoignages a posteriori. Et avec l'idée, y compris l'intervention éventuelle des politiques à ce moment-là. Enfin, bon, on a 2 témoignages qui vont dans ce sens-là. Il y a d'autres témoignages, d'autres personnes qui étaient présentes, qui ont au contraire banalisé ce moment-là. Mais or, il se trouve qu'il était question de commission. Et il faut bien, dans un camp, et surtout à ce moment-là, les femmes comprenaient pas ce qui était en train de se passer. Hein. Bon, comprenaient avec retard. Hein, bon, des informations qui pouvaient éventuellement leur parvenir. Et donc, depuis le mois de novembre 1939, le ministère de l'Intérieur avait prévu des commissions de criblage qui examineraient le dossier de chaque personne qui était dans les camps et à la lumière et qui verraient si ces personnes pouvaient être libérées des camps. Et donc on a un ensemble de dossiers
qui sont en train d'être réalisées, comme par exemple Sita Thalheimer, ou d'autres qui réalisent leur dossier. Bon. Et or, donc toutes les femmes attendent cette commission de criblage qui doit venir examiner leur cas pour décider si elles peuvent ou non être libérées. Cette commission de criblage qui est décidée au mois de novembre 1939 n'est jamais venue à Rio Cross. Mais les femmes commençaient à trouver que des maris de certaines femmes qui étaient dans d'autres camps, notamment au camp du Vernet, étaient libérées grâce à la commission de criblage. Donc elles savaient qu'il y avait cette possibilité administrative, et donc elles décident de faire une grève de la faim pour exiger la venue de la commission de criblage. Bon, de loin, c'est-à-dire 40 ans après, tout cela a été confondu entre volonté de réception et d'être reçu par la commission de criblage et venue de la commission d'armistice. Bon, donc, la commission allemande, donc. La commission allemande. Bon, donc les femmes font une grève de la faim pendant 2 jours. C'est ce qu'on voit sur cette aquarelle. Oui, vraisemblablement ça. Bon, et elles font une grève de la faim, mais quand je dis les femmes, c'est pas toutes les femmes. C'est-à-dire que ça part de la baraque où est Regina. C'est quand même 60 personnes. Et une seconde baraque dans laquelle se trouve Teresa Notch. On ne l'a pas expliqué, Michel, mais on a vu les 2 maisons en dur qui étaient les maisons donc, des missionnaires. Mais le camp, comme les autres camps, d'ailleurs comme le Vernet, Gurs, etc., c'est une série de baraques en matériaux relativement précaires, oui, qui sont construites sur l'ensemble du territoire du camp qui fait 13 hectares. Hein. Oui, tout à fait. Oui, parce que loger plusieurs centaines de personnes dans les bâtiments dont vous avez vu la photo, ça n'était pas possible. C'est la raison pour laquelle des baraques ont été construites. Donc, effectivement, et au bout d'un certain temps, ne restaient dans les bâtiments en dur à peu près que les femmes avec des enfants, mais sinon, dans les baraques, les femmes étaient regroupées plus ou moins par motif d'internement. Et vous le montrez bien dans les tableaux qui sont qui accompagnent la traduction. Hein. Et donc là les compagnes la baraque où était Regina, c'était plutôt suspecte du point de vue national. Ce qui voulait absolument rien dire, hein, mais donc on l'a vu, c'est parce qu'elle vivait à proximité d'une frontière, et donc c'était comme d'autres femmes qui étaient elles aussi suspectes. Donc on a cette situation-là. Je ne sais plus où j'en étais. Oui, alors c'est ça. C'est que, en fait, les femmes attendent une commission de criblage, et à ce moment-là, on leur annonce la venue d'une commission, et donc elles croient que ça va être la commission de criblage, et en fait, c'est la commission allemande qui vient. Donc il y a une immense déception, et donc à partir de là va s'organiser toute une possibilité ou pas, mais qui s'organisait même depuis quelque temps, la possibilité de signer pour quitter le camp, et grâce à un transfert en Allemagne, un rapatriement. Ce qu'il faut voir, c'est qu'à ce moment-là, un certain nombre de femmes ont signé, parfois en écrivant, en se mettant sous la responsabilité des autorités allemandes, et que parmi elles, un certain nombre de femmes étaient juives,
et ont choisi ce moyen-là pour quitter le camp, et certaines d'entre elles se sont échappées en route ou avaient de la famille en Allemagne, et c'est la raison pour laquelle elles partaient. Bon, donc là, on a ce passage. Bon, à ce moment-là, il est proposé à Regina de signer. Donc, de signer, mais que va-t-elle signer et se pose pour elle la question qui est, mais que faire avec... elle ne sait plus, elle n'a plus de nouvelles de son fils. Elle n'a plus de nouvelles, c'est-à-dire de la famille Scheinmein, chez laquelle est son fils, puisque depuis le 10 mai, les troupes allemandes sont entrées en France. Donc elle peut supposer que la famille est ailleurs. Elle n'a plus de nouvelles de son mari qui est en Hollande. Et donc, que faire? Est-ce qu'elle signe en espérant que, en signant, elle pourra être éventuellement remise sur la ligne de démarcation et essayer de trouver son fils? Est-ce qu'elle signe pour aller, ne serait-ce qu'à Munich ou pour aller ailleurs? Elle est dans un état où on la voit physiquement passer du bureau des inspecteurs à la baraque, où elle ne sait plus que faire. Elle se demande jusqu'au jour où elle décide qu'elle veut revoir son fils. Et que c'est ça qui va motiver toute sa conduite dans les semaines qui vont venir. Alors, on va en venir au dénouement, mais peut-être c'est intéressant de revenir un instant sur les 93 femmes que vous avez identifiées, parce que, évidemment, dans le journal, comme c'est un journal écrit pour elle et sans projet de publication, elle emploie des surnoms ou bien simplement des prénoms, ou bien elle transcrit phonétiquement les patronymes des uns et des autres. Et donc, c'était véritablement un puzzle, en quelque sorte, de retrouver ces 93 femmes de Rio Cros, dont vous avez fait un répertoire à la fin qui est extrêmement précieux, je pense, pour les études sur l'occupation et les camps d'internement. C'est vraiment une série très, très, très précieuse. Ça m'a paru indispensable. Et en fait, c'est parti de... Quelqu'un m'a demandé, une femme dont la mère a été internée et grâce à laquelle, d'ailleurs, nous avons toutes les aquarelles, en plus de celles qui ont été données hommage, et qui me demande, mais qui est Lilo? Qui est Lilo? Bon. Et donc, grâce au journal, je suis arrivée à retrouver qui était Lilo. Bon, et c'est là, je me suis dit, mais c'est vrai qu'il faut absolument en dire davantage, parce que ça peut intéresser d'autres personnes de savoir qui est là, quelles sont les femmes qui sont nommées, etc. Alors avec on avait eu un échange d'ailleurs avec Paul à ce sujet-là, qui était, mais comment nommer les femmes? C'est-à-dire que les femmes entre elles, ce qu'on voit au fur et à mesure du journal, elles se nomment par leur nom d'épouse. Or, ce qui vient tout compliquer. Oui, ben voilà. Or, si moi je les nommais par leur nom leur patronyme, j'allais ajouter de la confusion à quelque chose qui était quand même pas si facile. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le nom qui était donné par Regina, c'est-à-dire au plus près de ce qu'elle disait, elle, et après, entre parenthèses, j'ai soit éventuellement donné le nom, parce que sinon ça n'était pas clair, mais parce qu'elle entendait leur nom de manière... phonétique. Oui, bon, mais elle n'écrivait pas forcément le nom tel qu'il l'était. Et donc, moi, j'ai décidé
prendre le nom le nom qu'elle avait donné, et ensuite, dans le répertoire, j'ai ajouté le patronyme. Hein. Alors parfois, elle nomme quand elle ne nomme pas, ou quand elle donne juste un prénom. À ce moment-là, je donne le patronyme et éventuellement le nom d'épouse. Bon, donc c'est un peu tordu, mais je veux dire, ce qui me paraissait important, c'était de respecter la manière dont elle-même a nommé les femmes et comment les femmes se nommaient entre elles. Hein. Bon, et avec un souci de respectabilité qui était certain. Hein. On le voit là, dans l'image qui vient d'après. Hein, vous voyez, Regina est la première à gauche, et donc, vous voyez comme elles sont toutes élégantes, alors que le terrain était assez caillouteux, elles ont des petites chaussures, elles n'allaient sans doute pas dans la forêt avec leurs petites chaussures, et donc manifestement elles sont un peu maquillées, donc vous voyez il y a quelque chose là qui est un souci de respectabilité, mais aussi qui est un souci de une résistance aussi par la coquetterie. Hein. On le voit, c'est Germaine Tillon qui évoque. Hein. Et donc ce souci par la coquetterie qui est quelque chose qui est une manière de résister, hein, de montrer qu'on est digne, hein, qu'on ne se laisse pas aller. Hein. Et je crois que ça, c'est le journal, justement, apporte quelque chose à ce que c'est que résister. Hein. Résister, c'est pas nécessairement tenir des discours politiques. Hein. Moi, c'est ce que j'appelle aussi une politisation de l'ordinaire. Hein. C'est au jour le jour. Hein, une manière de se tenir, de rester, de tenir, même par rapport à j'allais dire l'encadrement, c'est pas tout à fait l'encadrement, on n'est pas dans une entreprise, mais je veux dire aux surveillants, surveillantes, même aux avances même de certains surveillants. Oui, il y a des surveillantes, hein. Et qui vont effectivement exercer un certain nombre de contrôles, formuler un certain nombre d'exigences, et c'est une résistance au jour le jour, c'est-à-dire à ne pas accepter toutes les normes, hein, qui sont celles de l'internement. Alors bien entendu, hein, de ce point de vue-là, on est dans un camp d'internement, on n'est pas dans un camp de concentration. Hein. Oui, puis alors c'est un camp infiniment moins dur que le Vernet ou Rivesaltes. Hein, ou oui. Ça, déjà, en plus, le Vernet c'était pour les hommes, mais oui, bien sûr. Hein, et puis, moi, je crois que le fait de... ce camp, il était en Lozère. Les surveillants, tous ceux qui étaient contractuels, étaient sous le regard des Lozériens. Et les conduites violentes, abusives, hein, n'auraient pas auraient été connues. Hein. Je dis abusives parce que je pense qu'il y a eu un certain nombre de femmes qui ont été victimes du cachot, etc. Mais et de sévices peut-être. Hein. Alors dans le livre, vous dénombrez 9 déportés. Oui, et majoritairement des femmes qui sont parties, qui ont pu émigrer, et d'autres. Et puis d'autres qui se sont enfuis. Hein. Alors,
L'heure tourne, donc il faut qu'on en vienne un tout petit peu à l'épilogue, hein, que cette photo symbolise admirablement. Oui. Comment se passe donc l'évasion et la récupération d'Edmond? Edile. Oui, elle part à la fin du mois de novembre. Et là, pourtant, on a, la déclaration de guerre. Enfin, je veux dire, la guerre est, est perdue. Il y a manifestement chez les inspecteurs un moment de perturbation qui fait que le système de contrôle devient extrêmement poreux. Hein. Donc elle est autorisée à aller à Marseille pour obtenir un visa, c'est ça? Oui, pour obtenir un visa qu'elle ne va pas chercher. Hein. Et donc, là, à Marseille, elle est... oui, mais je crois que c'est important de souligner que c'est un contexte tout à fait particulier. Hein, et que ensuite... Hein, à Marseille vont être organisés des hôtels de réception des femmes obligatoires qui sont aussi des lieux d'enfermement. Mais elle peut échapper. Elle est dans un moment où il est encore possible d'échapper à ces hôtels. Et elle, grâce à un passeur certainement, elle arrive à Paris. Et elle arrive à Paris, elle rencontre à nouveau des personnes qu'elle connaissait du camp, avec lesquelles elle est restée en contact épistolaire. Il y a cette Greta qu'elle continue à rencontrer. Et un jour, dans le métro, elle se trompe de direction et elle rencontre quelqu'un qui lui dit « Mais je sais où est ton fils ?» Donc, c'est comme ça qu'elle arrive, elle retrouve Edile. Là, on peut faire des suppositions sur la personne. Elle n'a jamais dit qui était la personne qu'elle avait rencontrée. Bon, donc, on peut faire des suppositions. Bon, on pourra en parler éventuellement après. Mais, et une chose quand même qui est importante, c'est que là, c'est Edmond Thorne qui me l'a expliqué. Il dit, en fait, quand il a vu sa mère, il ne la connaissait pas. Et donc, quand il a vu une nouvelle personne, il est parti à toute vitesse se réfugier dans les jupes de Regina Scheinman. Et il m'a dit, jusqu'à la fin de ses jours, elle me l'a reproché. Merci beaucoup, Michel. Je pense que ça peut être le moment de passer la parole à la salle. Merci pour cette très belle évocation. Donc je rappelle, pendant que Joseph Hirsch fait circuler le micro, que donc non seulement vous avez traduit, mais vous avez établi le texte, puisque c'est un manuscrit en allemand, hein, puisque donc à vos compétences de sociologue s'ajoutent des compétences de germaniste. En tout cas sur le tas, si j'ose dire. Alors l'écriture n'est pas toujours illisible, mais enfin c'est quand même un travail tout à fait complexe. Et donc c'est une édition extrêmement précise, hein, où chaque donnée, d'ailleurs vous avez compilé énormément d'informations et de données sur les camps d'internement, sur les internés. Vous citez énormément de journaux ou plutôt de récits d'internement postérieurs à l'internement lui-même, hein, qui sont différents en ce sens du journal de Regina. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Et dans le dessin, on voit que toutes les femmes portent des sabots en bois, tandis que dans les photos, elles ont tous des chaussures de ville.
comment ils ont récupéré avec les vêtements bien Alors, ça, vous en parlez vous en parlez dans l'introduction. Oui, parce que j'ai oublié de le préciser. Mais donc le journal est précédé d'un long texte qui s'intitule Regina Felsenthorn et ses compagnes d'infortune, et donc qui est une présentation, une explicitation du journal qui suit et qui introduit le répertoire à la fin des 93 internés que vous avez identifiés. Oui, bonjour Neige. Bon, et effectivement, les sabots leur étaient distribués. Mais alors, et donc dans la salle de bain, il faisait sans doute froid et les sabots étaient sans doute précieux. Bon, mais les sabots, c'était quelque chose qui au bout d'un moment fait mal aux pieds parce que c'est raide, mais en plus qui glissait. C'est-à-dire que dès qu'il y avait de la neige, ça devenait extrêmement difficile de bouger avec des sabots. Alors ceci étant, avec les petites chaussures qu'elles avaient là, je ne sais pas trop comment elles pouvaient s'y prendre. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur l'auteur des aquarelles et comment ces aquarelles se sont retrouvées dans les mains d'Edmond ? L'histoire de tous ces dessins, parce qu'il y a plusieurs séries de dessins, il y a plusieurs personnes qui ont fait des dessins rétro, et comment se fait-il qu'elle avait des dessins... Attendez le micro, monsieur, ça complète la question, mais c'est mieux pour que tout le monde entende. Non, je voudrais tout de suite poser la question, c'est-à-dire qu'elle nous raconte l'histoire de ces dessins. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont fait des dessins, il y en a plusieurs qui ont déjà été publiés, notamment dans Autrement et ailleurs. Il y a plusieurs dessins qui sont sous couvert disons, de droits d'une de personnes, d'autres droits. Et comment se fait-il qu'elle avait des dessins? Et où est-ce qu'elle les avait trouvés? Est-ce qu'on lui avait donné? Etc. Parce que dans le camp, il y avait des femmes qui étaient, notamment une, dont c'était le métier de dessiner, puisqu'elle dessinait dans la couture, si je me souviens bien. Et donc, il y avait, à ma connaissance, il y avait à peu près 2 femmes qui ont fait des dessins. Tout à fait. Et donc, ça serait intéressant qu'elle nous raconte comment ça s'est passé. Excusez-moi, mais c'est un complément des questions Oui. Oui, Alors, tout à fait. Oui. Oui, tout à fait. C'est tout à fait important. Alors, bon, déjà, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, mais les dessins que nous avons projetés ici nous ont été prêtés par Katarina Trebic, dont la mère a été internée en même temps et qu'on voit d'ailleurs sur une photo. Parlez plus près du micro, Michel. Oui. Voilà, comme ça, oui, c'est bien. Oui. Bon, et qu'on voit d'ailleurs quand on voit toutes les femmes ensemble et qui ont été rassemblées dans un album qui lui a été offert pour son 26e anniversaire le 30 juin 40. Bon, moi, ce que j'ai appris grâce à elle, grâce à ce prêt de Katarina Trebic, c'est que en fait, il y avait effectivement plusieurs dessinatrices. Ici, on en a 2, et que les aquarelles s'achetaient, et que et on a d'ailleurs une phrase de Regina qui explique qu'elle a acquis des aquarelles. Donc, elle parle des 2 aquarelles là, qu'elle a conservées. Mais donc, il y avait ça. Et en fait, il y avait un commerce, aussi des aquarelles, de beaucoup d'autres choses. Là, on a notamment des aquarelles de Siltabus. Et ce que nous avons choisi il y en avait davantage dans le petit recueil, mais ce que nous avons choisi avec Éric Perrard, c'est de montrer les aquarelles qui ne sont pas connues, parce que celles de Siltabus sont connues. Moi, je les ai déjà vues dans un ouvrage de Méchid Gismer et dans un récit de vie d'Ursula Kasenstein. Donc, ça veut dire que
elles ont circulé et manifestement, les aquarelles étaient vendues et dessinées en plusieurs exemplaires. Parce que là, on le voit bien avec les aquarelles de Citabus. Bon, celles que je connaissais, j'ai comparé avec celles que je connaissais, celles que j'avais notamment chez Méchit Jusper. Par exemple, les positions des pieds sont pas au même endroit, ou la couleur des vêtements n'est pas tout à fait la même. Donc là, on voit bien, c'était était décidé de manière limitée. Alors, en ce qui concerne Hélène Méwald, à ce jour, je n'en connais pas d'autres publications. Je dis à ce jour, et quand je dis je, parce que il est possible que d'autres en connaissent, et si c'était le cas, je serais ravi de le savoir. Alors peut-être on peut, juste pour compléter la réponse, donc celle-ci a été donnée par Edmond Thorne au musée. C'est un petit format, c'est pratiquement la moitié d'une feuille A4. Et là, c'est Hélène Méwald. D'ailleurs, la signature est sans ambiguïté. Hélène Méwald était la sœur de Willy Méwald, qui est un photographe de mode assez célèbre, qui a beaucoup travaillé pour Christian Dior. Je ne peux rien vous en dire de plus, mais on sait au moins ça d'un point de vue biographique. Et la seconde que Edmond Thorne nous a donnée est celle-ci, la salle de bain. Et qui celle-ci oui, et on reconnaît au papier neutre qui est jaune qui est derrière, et qui était dans le journal, qui sont d'un format toutes les deux plus petites que le cahier lui-même. Voilà, donc manifestement elle a quitté le camp avec. Moi, je fais l'hypothèse que voilà, elle est partie avec. Hélène Méwald lui avait donné, ou elle l'avait acheté à Hélène Méwald, et elle est partie avec. Oui. Voilà, sur Siltabus, moi personnellement, je n'ai pas d'informations. On n'a pas été amené à travailler là-dessus, puisqu'on n'a pas d'œuvre de Siltabus dans la collection. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Elles sont conservées dans un musée de Berlin. Comme ça. D'accord. Oui ? Moi, je voudrais vous parler du camp en 1941. Il y a 400 femmes qui sont parties de la Petite Roquette, républicaine espagnole, allemande ayant fui le nazisme, communiste, juive communiste et quelques droits communs. Elles sont arrivées, donc elles étaient 400 à peu près, avec enfants. Parmi ces, j'allais dire déportés, mais ce n'est pas vraiment le terme. Internés ? Internés. Les conditions n'étaient plus les mêmes. Et il y avait une femme qui s'appelle Perla Liebenstein. Parlez dans le micro, madame. Pardon, on vous entendra mieux. Qui s'appelait Perla Liebenstein, qui s'est mariée dans le camp, qui est devenue Perla Bloom, qui était enceinte et qui était une grande spécialiste, qui était juive communiste et qui était une grande spécialiste de l'espéranto. Et comme il y avait des enfants, ils ont fait la classe à ces enfants. Et je voudrais vous parler également du maire de Mende, qui était un grand résistant, qui s'appelait Monsieur Bourillon, qui y a d'ailleurs... Dans le micro, madame, on vous entend mal. Monsieur Bourillon, et ces femmes crevaient de faim. Les conditions étaient très dures. Il leur a fait faire des travaux de toutes sortes. Il vendait ces travaux et il leur donnait l'argent pour qu'elles puissent manger. Il est mort en déportation avec Robert Desnos. Voilà. Merci beaucoup. Ouais, Michel, vous qui avez donc consacré un ouvrage entier à l'histoire du camp. Seriez-vous Madame Tannance Perry ? Non, moi je m'appelle René Zegman et je suis l'amie d'enfance de sa fille Renée Blum, qui est née en 1944. Voilà.
Oui, Et donc je connais, et je connais l'histoire de... Peut-être laisser Rose. répondre Michel Voilà. Descolons, je pense que ça serait... oui, mais bon, je pense que en ce qui concerne la quantité que vous donnez, Le nombre d'internés, vous voulez dire oui. Le nombre d'internés, bon, aussi le déroulement, bon, le passage de la Petite Roquette s'est produit en 1939 et il y avait 60 femmes ou 55 qui venaient de la Petite Roquette. Alors, quant à Perla Bloom, oui, c'était effectivement, ça fait partie des femmes que je disais tout à l'heure, des femmes que j'ai rencontrées, oui, que j'ai rencontrées. Et bon. Vous voulez dire que vous avez rencontré personnellement pour écrire l'histoire du camp? Oui, c'est Oui. ça. Bon, Mais vous l'avez rencontrée, c'est pas possible, puisque... oui, non, Attendez. mais j'ai expliqué. Ah bon, oui. Je veux dire, c'est une manière de parler. Hein. Quand je dis que j'ai rencontré dans les... Comme historienne, oui, bon... dans les archives. Et donc, c'est effectivement un nom que je connais. Bon, ensuite, je crois que sur le plan du chiffrage, etc., on pourrait je pense qu'il faut donner d'autres chiffres, et notamment ce que je vous donnais au sujet des femmes qui ont été internées à la Petite Roquette, il y en a 55 qui venaient de la Petite Roquette. Bon, ensuite, bon, vous avez raison de souligner la diversité qui a existé. Bon, en ce qui concerne l'école qui a pu être faite, en fait, je viens précisément de travailler sur les femmes et les enfants internés ensemble en Ariocross et à Brens. Et en fait, il n'y avait pas beaucoup d'écoles. Il n'y a pas eu d'école organisée à Ariocross. Seuls les plus grands ont fréquenté le collège. Alors, quant à Henri Bourillon, Maire de Mende, donc. Qui était le maire de Mende, il semble qu'il ait favorisé la tenue d'une exposition de vêtements et d'objets divers en décembre 40, que les femmes ont vendu ces objets, etc. Bon, certainement, les restrictions avaient commencé. Certainement, c'était un camp où il y avait des limites sur le plan alimentaire. Mais je ne suis pas certaine que la vente d'objets leur ait donné de l'argent au point de pouvoir manger à satiété. Non, oui, mais ça les aidait. Voilà. Oui, mais moi, je certainement. vous parle de 41. Je ne connaissais pas avant. Oui, donc, ça mais Perla Bloom a été internée... en 41. Il me semble que c'était avant. Non, en 41. Bon, si vous le dites. Non, mais alors peut-être il faut. C'est sa fille qui m'a donné les renseignements. Non, mais alors il faut peut-être préciser une chose. On a beaucoup dit que sur l'occupation et la Shoah, la question du témoignage était fondamentale. On a même parlé de l'ère du témoin. Et Annette Dievorka a consacré un ouvrage à cette question et à l'importance du témoignage
comparé à la question à l'usage de l'archive par les historiens, il n'en demeure pas moins que le témoignage a aussi ses fragilités et que précisément l'intérêt du travail de l'historien, c'est d'établir les faits. Hein. Donc j'ai envie de vous renvoyer à l'ouvrage de Michel Descolonges sur le camp de Rieucros, pas au journal de Regina Felsenthorn, mais à l'histoire du camp de Rieucros, parce que là on a une pléthore de données extrêmement précises et d'une richesse absolument remarquable. Est-ce qu'il y a une dernière question, peut-être ? J'ai une petite question qui sort du camp. Je voulais savoir si elle a échappé à la Shoah ou pas, parce que ça Oui, s'arrête on l'a pas en dit. 40. Ah oui, la question est importante. Merci, madame. Oui, Oui. tout à fait. Bon, et oui, elle a finalement, elle retrouve son fils et d'après le récit familial. Hein, ils étaient dans un hôtel et le portier de l'hôtel leur aurait dit que la police était passée. On était maintenant en juillet 42, que la police était passée et que les gens comme eux feraient bien de Sous-entendu partir. les Juifs. Hein, oui. Hein, ferait bien de partir. Oui, c'est exactement. Hein. Donc, grâce à son amie Greta, elle obtient un moyen de transport jusqu'à Andrézy et elle part avec son fils. Andrézy en Seine-et-Marne, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et les Scheinman, le couple Scheinman qui avait gardé Edilé, restent en disant nous on est vieux, on ne les intéresse pas. Et ils ont été raflés, donc ils font partie des gens qui ont été raflés le 16 juillet. Hein. Oui. Tandis que Regina et Edmond donc vont passer la fin de l'occupation en Seine-et-Marne et vont survivre. Oui, et le mari et Kuba va les rejoindre à la fin de l'année 42. Oui. Et ils obtiendront un visa pour les États-Unis assez tardivement, hein, en 52. Voilà, je crois qu'on va s'arrêter sur cette note optimiste. À moins qu'il y ait une toute dernière question, parce qu'il est presque 8h30. Je m'appelle Suzanne Thorne. J'étais pendant 45 ans la femme d'Edmond. Je connais beaucoup. Bienvenue Suzanne, merci d'être là. Oui, et je veux surtout signaler que le great-great-grandson, je pense qu'on dit le petit arrière-fils. Arrière-petit-fils, oui. Des Scheinman est là aussi, Gabriel. Donc, welcome. On a survécu et quant à l'amitié de Greta, cette danseuse du cabaret, c'était absolument grâce à elle qu'Edmond et, comme vous l'avez dit, et sa maman ont échappé parce que c'est elle qui a trouvé un camion et un chauffeur et ils ont échappé le rafle de Villedive par quelques heures, mais malheureusement les arrière-grands-parents qui ont maintenu la vie de mon mari pendant tout le temps que Regina était au camp, ils n'ont pas survécu. Mais je suis quand même ravie de dire que Gabriel avec sa femme Michel sont là, ils ont 2 enfants à la maison, donc les générations continuent. Et je suis très émue de vous voir tout cela et je sais absolument que l'esprit d'Edmond, et parmi nous, il y a beaucoup d'amis ici qui l'ont aimé. Et je ne suis pas chercheuse, mais je sais que pour Edmond, c'était l'amour surtout et l'amitié et la fidélité des gens qui ont compté le plus. Et il appréciait aussi énormément, je ne peux pas exagérer, le travail que Madame Descolonges a fait. Il attendait ses coups de fil avec énormément d'enthousiasme. Et bien sûr, Paul Salmona qui a découvert, qui l'a encouragé, etc. Et c'est vrai aussi qu'il voulait pas regarder en arrière, comme beaucoup d'enfants qui ont survécu des choses traumatiques. Il voulait pas parler de ça. Il y a beaucoup de ses amis proches qui ont aucune idée de cette passé
Mais à la fin de sa vie, il m'a dit qu'il voulait pas regarder en arrière, mais maintenant il était si content de l'avoir fait parce qu'il avait peur. Et finalement, il avait plus peur. Et c'est ça, quelque part, qui compte énormément. Qu'on puisse, grâce à cette merveilleuse traduction et recherche, regarder en arrière et confronter le trauma et quand même continuer de vivre. Alors merci de tout mon cœur à vous tous. Merci beaucoup. Merci pour votre témoignage, Suzanne. Alors, si certains d'entre vous souhaitent acquérir l'ouvrage et que Michel Descolonges vous dédicace la traduction, elle peut le faire à la librairie si vous voulez bien, Michel. C'est un peu la tradition après. Donc vous n'êtes pas l'auteur de l'ouvrage, mais vous êtes le traducteur, donc c'est légitime. Voilà. Merci à tous.